11.9. Bonjour Strasbourg, bonjour, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices, c'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors vous êtes bien sur RBS 91.9 et pour m'accompagner aujourd'hui, Aïcha, qui n'est pas encore là, donc quand elle viendra, Aïcha n'hésitera pas à vous dire bonjour. Donc de sa part, je vais vous dire bonjour à Strasbourg, bonjour à tout le monde et bonjour à tout l'univers. Alors, je suppose que vous demandez de quoi nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, pour découvrir notre sujet d'aujourd'hui, il nous suffit d'ouvrir la fenêtre de notre studio ou pour n'importe quel Strasbourgeois et Strasbourgeoise, d'aller au centre-ville et de voir les touristes, les barrages, les chalets, le vin chaud, les gaufres. Et oui, on va vous parler un peu du marché Noël, essentiellement du off. Et nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui, Justine Raffray et Agathe Guillet. Mais avant cela, nous allons donner la parole à David Coupina et Maria Luisa Partisani. J'espère bien prononcer votre nom. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Et de quoi vous voulez nous parler? Alors, vous parlez de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. C'est la 30e cette année et des actions que nous opérons sur cette journée et sur cette semaine, puisque la journée est ouverte la semaine des dépistages, à l'initiative donc du Corévi Grand Est, que Maria Louisa préside, et du collectif 67 qui est associé, qui rassemble nombre d'associations derrière le Corévi pour cette journée, pour cette semaine. D'accord. Mais je vais peut-être vous demander de vous présenter, maintenant que vous nous avez parlé. Alors, puisque j'avais le micro, je commence. David Choupina, je suis administrateur à Festigué et je suis donc représentant de l'association au sein du collectif 67. Et Maria Luisa Partisani, je suis médecin à l'hôpital de Strasbourg et présidente du Corévi Grand Est, qui est l'instance qui coordonne toute la lutte contre le VIH dans le Grand Est. D'accord. Et donc du coup, la journée mondiale. Voilà, la journée mondiale, c'est toujours encore lié. Je vois que vous avez le ruban rouge. Alors la journée mondiale a été instaurée il y a 30 ans, le 1er décembre, en signe de solidarité à toutes les personnes infectées par le VIH. D'où le ruban rouge qui reste le symbole de la solidarité envers les patients infectés par le VIH que nous portons tous régulièrement, particulièrement le 1er décembre et lors de cette semaine des dépistages. La solidarité reste très importante, puisque dans la lutte contre le VIH, comme vous le savez, nous avons fait d'énormes progrès en termes de traitement. On ne meurt plus de cette maladie lorsqu'on est bien traité. Quand on est bien traité, on ne contamine plus les autres. Mais il reste un gros problème, c'est pouvoir le dire, pouvoir qu'on est infecté par ce virus, parce que ça reste très tabou, ça reste très stigmatisant et on est immédiatement jugé parce qu'on est infecté. Voilà, donc effectivement, pour rebondir ce que disait Maria Louisa, s'il y a des progrès techniques, scientifiques considérables dans le domaine de la prévention et des traitements, malheureusement, les mentalités n'ont pas évolué aussi rapidement. Et ce qu'on a voulu dénoncer lors de cette semaine, et particulièrement la journée d'hier, ce sont les discriminations dont sont victimes les personnes porteuses du VIH. Alors nous avons entamé la discussion à la ville de Strasbourg. Le 30 novembre, il y avait une table ronde qui était également organisée en partenariat avec la ville et élue contre le sida, avec le témoignage d'une personne militante à Aide sur ce que c'est que la réalité aujourd'hui d'une personne vivant avec ce virus. Apparemment invisible, mais parfois obligée de se visibiliser, ou bien en fait contrainte à taire son statut. Alors il y a un débat là, il y a un débat effectivement pour savoir s'il faudrait le dire ou non, mais le constat est que des discriminations demeurent dans de nombreux domaines pour les personnes atteintes du VIH, que ce soit dans l'accès à l'emploi, à certaines professions, puisqu'il y a encore des fonctions officielles qui sont interdites aux personnes porteuses du virus. Discrimination aussi par rapport à l'accès au crédit, aux prêts,
Et puis discrimination par l'entourage. Ça peut être l'entourage familial, l'entourage professionnel, l'entourage social, amical, qui induit un certain isolement en tout cas c'est comme ça qu'elles le vivent, de beaucoup de personnes atteintes par le virus. Donc on a voulu dénoncer ça parce que, en tout cas sensibiliser les personnes, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais ça a été le thème de la campagne choisi par le collectif 67, donc qui se réunit régulièrement au Corévi. Cette campagne, ce collectif 67 a eu l'idée d'images qui sont diffusées dans la ville et que vous pouvez voir cette semaine dans les abribus ou les mopis, qui vous montrent justement des personnes cachées derrière une pancarte parce qu'elles ne peuvent pas le dire. Et le titre de la campagne, c'est « Le traitement a évolué et moi, qu'est-ce que j'ai évolué ? Est-ce que mon regard a changé envers ces malades ?» D'accord. Et du coup, quels sont les préjugés dont sont encore victimes les malades du sida? Alors, enfin, les infectés du VIH, pardon. Oui. Alors même que, comme on l'a dit tout à l'heure, le traitement de ces personnes ou les outils qu'on a à disposition pour prévenir et traiter font que le VIH actuellement est plus anodin, ou même les sida sont plus anodins qu'un rhume ou une grippe, ne sont pas contaminants. En fait, ils continuent à avoir un regard très négatif de l'ensemble des personnes interrogées par rapport à ce statut. Donc comme je l'ai dit, il y a des préjugés de contamination qui sont totalement faux. Il y a des préjugés aussi au sein de l'éducation, l'enseignement. Il y a des enfants qui ont des difficultés à être enregistrés dans des écoles. Il y a des accès aux soins qui demeurent difficiles aussi pour ces personnes, par peur que cela se répande. J'imagine que c'est une idée un petit peu fixe chez beaucoup de personnes. Et ces personnes préféreraient justement que les personnes atteintes par le virus le taisent en quelque sorte. Donc il y a un travail d'éducation, de sensibilisation à faire pour faire reculer justement ces préjugés qui sont à la base de cette discrimination. Hier, nous avons engagé le débat à la médiathèque Malraux avec le public et on sent encore des réticences, des questionnements, voire des regards négatifs. Et ce n'est qu'après les explications qui sont données, tant par les médecins que par les infirmières, que par les militants ou les personnes bénévoles qui travaillent sur le sujet, qu'on arrive petit à petit à faire changer le point de vue des personnes sur le regard qu'elles peuvent porter sur les personnes atteintes du VIH. Moi, je me rappelle, enfin, moi, je suis rentré dans l'adolescence dans les années 90, au début des années 90, et c'était au moment vraiment des grands pics et de tout le bruit qu'on faisait autour du sida, du VIH et compagnie. Et moi, je me rappelle que pour moi, personnellement, déjà, enfin, m'ouvrant ma propre sexualité ou des choses comme ça, c'était quelque chose de plus qu'angoissant. Je sais qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là, on parlait de toutes les façons de se protéger, de comment ça se transmettait, de comment ça se transmettait pas. Il y avait aussi beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de gens qui disaient ouais, faut pas leur faire de bisous parce que sinon on va en avoir. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont dit, il y a eu pas mal de debunking aussi en cours de route, mais c'est vrai que depuis le milieu des années 90, on ne parle plus tellement des progrès de la médecine, il y a plus d'informations, il y a plus de choses, enfin, je pense qu'il y a encore un travail qui est fait, mais c'est plus un travail qui est fait vraiment tourné vers le grand public. Est-ce que ça nécessiterait un moment de faire ce travail-là ou pas? Ben oui, c'est pour ça qu'on profite de la fenêtre médiatique du 1er décembre, parce qu'il faut en parler, on n'en parle plus. C'est vraiment le sida, il n'y a plus de campagne nationale, on les réclame tous les ans au ministère, mais c'est très localisé dans certains médias petits, mais il n'y a plus de campagne grand public, ne serait-ce que pour que cette maladie ne soit plus tabou, hein, ne serait-ce que d'en parler. Hein, ça, ce serait très important. Et surtout, arrêter... Certains en ont vraiment trop peur avec des excès d'imagination, de modes de contamination, et à l'inverse, d'autres qui les minimisent. La réalité, elle est mal connue, en fait. Et c'est pour ça qu'on profite d'être là pour pouvoir en parler et réexpliquer.
D'accord. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression que ça demande vraiment déjà d'en parler d'une prise de parole de la part des personnes qui sont infectées, mais de la part des personnes qui, comme moi, ont vécu cette période-là, un moment charnière de leur vie, quoi. Parce que je sais que, enfin, pour moi, j'utilisais le mot, c'était vraiment traumatisant. Non, à cet âge-là, et je sais que c'est des trucs comme ça n'a pas été reparlé, comme ça n'a pas été redit. Je pense qu'on est nombreux à avoir vraiment encore un certain nombre de questions et même de questionnements qui restent complètement suspens par rapport à la question de l'infection, quoi. Oui, on ressent peut-être de la peur, de l'angoisse, mais aussi de la désinformation, un manque d'information, pour être plus précis, y compris chez les jeunes générations qui n'ont pas connu ces années assez dramatiques où vraiment il y avait des morts toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Heureusement. En tout cas chez nous, en France. Mais malgré tout, il y a encore des idées fausses qui circulent, comme on l'a rappelé. Sur la prévention aussi, beaucoup reste à faire, je crois, parce que hier, on a touché également un public jeune à la médiathèque, et certains ont des questions qui paraissent assez ahurissantes, en confondant mode de contraception et mode de prévention. On m'a demandé hier si la pilule permettait d'éviter d'avoir le VIH. Non, je crois qu'il y a vraiment encore un effort à faire par l'éducation nationale, puisque c'est un des objectifs de la stratégie nationale de santé sexuelle, c'est d'améliorer l'enseignement qui est fait par le biais de l'éducation nationale, pour essayer d'arrêter ces idées fausses qui circulent. D'accord. Du coup, quelles sont je suis un peu curieux là, parce que quelles sont les questions que vous rencontrez régulièrement? Alors, on a fait remplir un questionnaire par les usagers de la médiathèque, et ils étaient très surpris d'apprendre qu'il y avait effectivement des discriminations, y compris sur le lieu de travail et dans l'accès à l'emploi, mais aussi que certains pays avaient des politiques très strictes vis-à-vis des porteurs du VIH, des pays occidentaux, y compris Canada, Australie. On a un petit peu discuté lors de la table ronde, puisque notre témoin était d'origine camerounaise, et ça nous a aussi permis d'ouvrir un débat sur l'immigration et de croiser justement les politiques restrictives de la migration avec les questions de santé et la restriction de l'accès aux soins pour les personnes qui auraient besoin des traitements, des médicaments, de suivi, et qui ont fui un pays parce que elles sont obligées de se cacher, et les personnes qui sont venues nous voir étaient aussi étonnées du lien qui existait entre le fait de cacher son orientation sexuelle, sa sexualité, et de devoir la réprimer, et l'épidémie finalement, et la difficulté d'accès aux moyens de prévention et au traitement. J'ai encore deux questions. Il y en a une de ces questions-là, c'est que pendant très longtemps, la question du VIH a été liée au milieu homosexuel masculin. Est-ce que maintenant encore c'est encore très lié à ça, ou est-ce que ça circule plus dans c'est plus. Alors à l'échelle mondiale, c'est la voie hétérosexuelle qui explique l'épidémie mondiale. Mais en France, c'est bien le milieu homosexuel qui est le plus touché, et qui reste encore en 2018 le plus touché dans les nouvelles contaminations. Donc il faut absolument cibler une prévention particulière dans ce milieu-là. On a les moyens maintenant, on a une prévention diversifiée entre le dépistage, le traitement de toutes les personnes infectées qui permet de ne plus contaminer les autres, le traitement post-exposition. Si on a pris un risque, on peut tout de suite avoir recours à un traitement qui fait qu'on n'est pas contaminé, voire un traitement pré-exposition si on est une personne qui a beaucoup de risques. Donc la panoplie de prévention, elle est là, et encore faut-il l'utiliser. Et une des choses importantes qui reste, c'est le nombre de personnes contaminées en France qui ne sont pas dépistées, qui ne savent pas qu'elles sont infectées, et qui sont à l'origine de la propagation de l'épidémie, puisqu'elles ne savent pas ce qu'elles ont. Et c'est vraiment pour ça qu'on instaure cette semaine de dépistage, pour inciter un peu plus les personnes à venir au dépistage.
Le dépistage est accessible toute l'année, hein, il ne faut pas attendre la semaine des dépistages, mais c'est en fait une façon de le rappeler un peu plus. Si vous avez jamais fait de test, c'est peut-être l'occasion. Si vous avez pris des risques, venez vous faire dépister. À Strasbourg, il y a le centre de dépistage anonyme et gratuit, hein, qui s'appelle maintenant le CEGID. Il y a les associations qui font des dépistages, comme l'association Aide Médecins du Monde, et puis il y a les services hospitaliers. Il y a les laboratoires de ville, il y a les médecins traitants. Il y a toute possibilité, et c'est important que tout le monde fasse un test au moins une fois dans sa vie et le répéter s'il y a des risques. Oui, du coup, là, bon, je voulais poser la question de qu'est-ce qu'on fait si on a un rapport si on a un rapport considéré comme risqué. Mais du coup, c'est quoi un rapport considéré comme risqué? Parce qu'à l'époque, on parlait uniquement du préservatif. Est-ce qu'il y a d'autres une relation sexuelle non protégée avec une personne dont on ne connaît pas son statut sérologique est à risque, bien sûr. Hein, donc après, il faut savoir connaître la personne, savoir si elle est à risque ou pas, et dans le doute, venir en urgence à l'hôpital et on vous propose un traitement immédiatement. D'accord. Et le traitement immédiat, en cas d'exposition au VIH, est-ce que le traitement immédiat soigne ou est-ce que à partir du moment où on a le VIH, c'est Ah non, le traitement immédiat, c'est-à-dire dans les toutes premières heures, maximum 48 heures, est tout à fait efficace. C'est justement, si jamais vous étiez en contact du virus, il ne se développera pas en raison du traitement. D'accord. Mais du coup, le VIH, ça reste encore un virus qu'on est infecté à vie, en fait. Ah oui, une fois qu'on est infecté, on est infecté à vie. On ne sait pas en débarrasser les personnes infectées. Par contre, on sait parfaitement empêcher la réplication virale et les effets délétères dans l'organisme. D'accord. Et les traitements sont aussi beaucoup moins lourds, je pense, et plus supportables pour les patients. La trithérapie qui a permis le contrôle de cette infection se fait maintenant en un seul comprimé par jour dans la majorité des cas. Donc c'est un traitement assez simple à prendre et en plus vraiment nettement mieux toléré par rapport au traitement des fins des années 90. D'accord. Je vais quand même souhaiter bonjour à Aïcha. Oui, salut. Faut que je m'efface aux horaires du marché de Noël, ça va rentrer. Oui, puis aux arrêts de tram qui ne s'arrêtent pas aux endroits où il faut. Est-ce que tu as des questions par rapport à Non, du coup c'est assez clair. Mais du coup, qu'est-ce que c'est parce que j'arrive entre temps le traitement justement parce que vous avez parlé de traitement dans les 48 heures qui suivent. Concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une trithérapie, un comprimé par jour à prendre pendant 4 semaines. Donc, à acheter en pharmacie? Non. Il faut venir aux urgences. C'est pas délivré en pharmacie. Il y a une évaluation du risque. On évalue ensemble le risque. Est-ce que ce rapport est réellement un risque? Et si on le considère un risque, on vous donne ce traitement-là. D'accord, parce que je sais que pour aller se dépister, il faut le faire, on dit que c'est 6 semaines après le rapport en question pour avoir une marge plus efficace, un résultat plus efficace. Donc ça me paraît quand même assez flou qu'on puisse avoir le résultat tout de suite en 48 heures après une relation à risque. Si on a pris un risque, admettons hier, et que je viens aujourd'hui pour un traitement, je ne peux pas avoir un test de dépistage sur le risque d'hier. D'accord, ok. Je traite un risque et on verra la sérologie après traitement. Ok, d'accord. Et effectivement, je pense que venir dans les 24 heures, c'est tout de même conseillé. C'est devenir au plus près du risque, c'est là qu'on sera le plus efficace. D'accord. Et est-ce que le traitement a des conséquences? Parce que c'est comme tout médicament, comme toute chimie, est-ce que ça a des conséquences dans la vie de la personne au-delà de prendre une pilule par jour? Vous parlez des personnes infectées? Des personnes infectées, qui ont un traitement à vie, bien évidemment. Les traitements, quels qu'ils soient, même un Doliprane, à la limite, n'est jamais anodin. Mais bon, on les surveille, c'est des effets connus qu'on maîtrise et on a une panoplie différente de traitements qu'on adapte à chaque patient. La tolérance globale est quand même très très bonne actuellement. D'accord. Moi, j'ai pas de nouvelles questions. Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Oui, juste une petite remarque à l'adresse du milieu LGBT ou gay. On travaille aussi avec les sites de drague en ligne puisqu'on est sur le thème des discriminations,
pour tâcher de faire de l'information vis-à-vis des discriminations qui peuvent exister dans le milieu gay vis-à-vis des personnes qui seraient porteuses du virus. Je crois que c'est un pas important à faire. Le fait d'être soi-même discriminé, on voit que l'homophobie malheureusement remonte, y compris à Paris, n'empêche pas d'être parfois discriminant envers certains profils, je veux dire, lorsqu'on parle de drague et d'avoir des relations sexuelles. Je crois qu'il y a un effort à faire aussi du côté du milieu LGBT, mais particulièrement gay sur cette question. Du coup, en parlant de discrimination, ça m'a fait penser à une question que j'avais déjà avant, que j'ai oubliée. Est-ce qu'on sait à peu près les formes de discrimination que subissent les personnes qui en parlent? Et l'autre versant de la même question, c'est quand on n'en parle pas, c'est quoi lorsqu'on peut pas en parler, justement par peur d'être discriminé, c'est quoi les difficultés, les problématiques rencontrées? Lorsqu'on peut pas en parler, on s'isole, on se replie sur soi, ce qui représente aussi un frein dans la liberté d'aimer, puisque on risque plus d'être célibataire que d'être en couple et de faire des rencontres. On peut s'isoler de son milieu amical. Parfois, c'est plutôt le milieu familial parce que c'est plus difficile peut-être de le dire aux proches. Donc, il y a certainement cet effet d'isolement dont on nous parle. Mais il y a aussi des discriminations que subissent les personnes porteuses du VIH, comme je l'ai dit, dans l'accès aux prêts, aux crédits, aux assurances, aux soins, quand il y a refus de soins, ce qui n'est pas normal, mais ça arrive, dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai dit, mais aussi sur le lieu de travail, par rapport à l'employeur. Voilà, il peut y avoir des conséquences assez fâcheuses. Et comme j'ai dit, il y a encore des fonctions publiques qui sont interdites aux personnes. Ça a été récemment aboli, je sais, pour la magistrature, parce que je travaille plus étroitement avec le milieu judiciaire et juridique. Mais il y a encore, comme on le disait, des progrès à faire sur des questions qui sont pas forcément connues du grand public. D'accord, bien. Je vous remercie d'être venu nous parler de ce sujet. Merci à vous pour cette fenêtre. Merci. Et la lutte continue, encore et toujours. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, donc pour donner à nos invités le temps de s'installer derrière le micro, je vous propose une petite pause musicale qui se demande Noël, une fête, oui, mais de quelle tradition? Alors c'est Au Petit Bonheur, le chanteur, qui nous chante une chanson qui s'appelle Entre Noël et Ramadan. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour à nos auditeurs et auditrices, nous sommes toujours sur la RBS 91.9 avec l'émission de Strasbourg et d'ailleurs. Pour parler avec nous du marché de Noël à Strasbourg, un peu plus précisément du marché Off. Nos invités, donc Justine, excusez-moi si j'écorche, Raffray. 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 Un petit rat qui est tout frais, voilà, c'est aussi simple que ça. Raffray, c'est moi qui sais pas lire. Et Agathe, donc Crier. Je suis sûre que je me suis trompée encore. Voilà, tout à fait. Et pourtant j'ai mes lunettes. Désolée. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Mal, hein. Au choix, j'ai pas voulu le dire. Je pense que c'est moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup à nos auditeurs? Bonjour. Oui, alors moi, Agathe, je travaille à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Grand Est. Et moi, je travaille à Strasbourg et notamment, je travaille sur l'organisation du marché Off, qui est le marché de l'économie sociale et solidaire et des achats responsables. On pourra préciser tout à l'heure. Et moi, c'est tout simple, je suis exposante au marché Off, du coup, et aussi patronne / créatrice du restaurant Café Bloom, qui est de Place des Meuniers à Strasbourg. D'accord. Du coup, une question qui se pose, est-ce que c'est compliqué d'avoir une place, d'avoir un stand ou d'être représenté au marché Off? Et quel est le parcours administratif, par exemple, pour pouvoir être présent? Alors le marché Off est assez particulier parce qu'il est organisé par une association. Cette année, c'est la Chambre de consommation d'Alsace. La Chambre de l'économie sociale et solidaire à laquelle je travaille est co-organisatrice. Et donc nous, on gère l'inscription des exposants qui répondent tous à un cahier des charges. Et je pense que c'est une organisation un peu différente de tous les autres marchés de Noël puisque les autres marchés de Noël sont organisés par la ville. Donc nous, à partir du moment où l'exposant répond
un cahier des charges, c'est-à-dire économie sociale et solidaire. Donc souvent, c'est des associations qui font de l'insertion sociale, commerce équitable, agriculture biologique, nourriture de saison locale. Elles peuvent rentrer dans le cercle des exposants. Donc après pour nous exposants, ouais, ça se passe assez classiquement. Faut juste déposer un dossier, bien évidemment respecter ce cahier des charges, qui est pas facile pour tout le monde. Après nous c'est quelque chose qu'on respecte au quotidien dans notre établissement, donc ça paraissait évident de participer au marché off. On a été approché et on a tout de suite accepté parce que ça représentait une belle opportunité. D'accord. Et du coup c'est quoi le cahier des charges? Alors le commerce équitable, l'économie sociale et solidaire, l'agriculture biologique, c'est des critères assez simples mais officiels. Donc l'agriculture biologique, bon là c'est un cahier des charges européen. L'économie sociale et solidaire, ça va être par exemple sur le marché off des entreprises, des associations qui font travailler des personnes en insertion professionnelle. Donc on a un exemple, les Jardins de la Montagne Verte, c'est du maraîchage biologique à Strasbourg qui fait travailler des personnes en réinsertion. Donc ça par exemple c'est plusieurs critères là qui sont remplis et qui fait que les Jardins de la Montagne Verte sont présents sur le marché off depuis la toute première édition. D'accord. J'aurais une question un peu générale, mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au marché de Noël? Les opportunités, les difficultés, pourquoi vous Pour nous commerçants, je parle un peu de manière générale, je sais pas, c'est pour tout le monde, mais pour beaucoup de commerçants, en tout cas strasbourgeois, c'est ce que je disais, ça reste une belle opportunité parce qu'on sait que le marché de Noël représente quelque chose d'assez grandiose dans cette ville. On voit bien, 3 semaines avant le marché de Noël, la ville est complètement déserte. Le premier week-end du marché de Noël, on est complètement envahi. On l'a encore vu hier, donc on sait qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour ça. Même les locaux adorent le marché de Noël, surtout sur le marché off. Nous, on a vraiment beaucoup de Strasbourgeois et qui de plus en plus prennent du plaisir en fait à se déplacer, à sortir de chez eux, à braver la foule pour trouver quelque chose d'un peu plus différent. Donc pour moi, c'est vraiment une belle opportunité et on est assez fiers. Comment ? Il y a plus de Strasbourgeois que de touristes, du coup? Oui, au marché off, il y a quand même plus de Strasbourgeois. Alors, il y a toujours des touristes, mais on va dire que vu que c'est sur la fin du parcours et que on peut quand même pas détrôner le marché Noël Place Broglie ou celui de la cathédrale, il y a quand même beaucoup plus de Strasbourgeois. Et puis aussi le marché off, donc comme ce que disait Agathe, répond à des critères complètement différents et respecte un certain cahier des charges qui intéresse les Strasbourgeois. Et il a été un peu conçu pour les Strasbourgeois aussi, ce marché, puisqu'il y a toute une série d'animations. Là, on a plus de 60 animations qui sont proposées sur le mois du marché. Et donc, c'est des animations qui sont organisées par des associations locales. Donc, les Strasbourgeois, parfois, connaissent ces associations qui interviennent. Et donc, ça les intéresse. C'est aussi un marché qui est très festif. Il y a des concerts tous les week-ends. En ce moment, il y a Pelpas avec le festival Pelpas qui est très suivi par les Strasbourgeois. Donc, ça va être quelque chose, là. C'est du 1er au 4 décembre. Donc, c'est commencé. Et ce soir même, il y aura un... donc, il s'appelle marché off, mais il aurait pu s'appeler marché local, en fait. C'est beaucoup plus pour les voilà. locaux, quoi. En fait, off, c'est juste pour dire que c'est peut-être un marché un peu atypique par rapport au marché de Noël global. Un peu plus alternatif. Ouais. Ok. Super. Du coup, Pelpas, qu'est-ce que ça coûte? Alors Pelpas, c'est justement là du 1er au 4 décembre, c'est des animations donc théâtre, concerts, performances artistiques, des jeux aussi qui sont organisés sous le Grand Dôme, parce que pour ceux qui sont pas encore venus sur le marché off, on a un grand dôme qui accueille un bar et Avelab aussi. Emmaüs, c'est les 3 stands qui sont sous le dôme, mais qui accueillent aussi toutes les animations. Donc là, on a un programme sur les 3 jours de Pelpas très festif. D'accord. Moi, personnellement, quand je suis arrivé à Strasbourg, c'est en septembre 1993, c'est-à-dire à peu près avant-hier, un peu avant. Ça remonte. Voilà. À cette époque, le marché de Noël, ça n'occupait que la place Broglie, la place de la cathédrale. D'après mes parents qui, eux, ont travaillé dans une boulangerie à Strasbourg dans les années 60-70, le marché de Noël, c'était, d'ailleurs, ils appelaient ça le Christkindlmarkt. Ça n'occupait que la place Broglie, ou alors Broglie pour les, comme on dit en alsacien. Alors maintenant, il occupe toute l'île de la Cité jusqu'au marché off. Comment on explique une telle extension?
Et est-ce qu'on peut préciser un peu plus le projet du marché off? Oui, alors sur l'extension du marché de Noël, peut-être qu'il faudrait poser la question à la mairie, parce que nous, on organise simplement le off. Et il est assez récent, le off, justement. Il remonte pas aux années 90. Là, on est sur la 3e édition qui a lieu place Gray-Myson, donc au cœur de la petite France. Le projet, il remonte à 2015. Il n'a pas pu se réaliser en 2015 parce qu'on était quelques semaines après les attentats du Bataclan. Mais voilà, c'est un projet un peu différent, un peu plus récent. Je sais pas si Justine, non? Si, pour l'extension, je pense que c'est assez évident, c'est qu'il y a un réel engouement pour les fêtes, et puis je pense qu'on peut trouver pas mal d'explications à ça, hein, des facteurs économiques, facteurs sociaux. Je pense que même des marchés de Noël, celui de Strasbourg reste parmi les plus connus. Et puis c'est aussi une volonté de la ville de vouloir s'étendre, pouvoir proposer quelque chose de plus festif et de plus large au public. Et c'est là justement où le marché off intervient pour ne pas laisser les Strasbourgeois à l'abandon, parce que c'est vrai que il y a 3-4 ans, il n'y avait pas le marché off. Il y a eu un petit moment de battement où la qualité du marché de Noël avait un peu baissé, et maintenant je pense qu'il y a une réelle volonté de la ville pour redynamiser le marché de Noël, et puis surtout après les difficultés qu'il y a eu, notamment économiques pour les commerçants après les attentats du Bataclan. Et sur le marché off, en fait, l'objectif pour nous, c'est de mettre en lumière les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les acteurs des achats responsables, et de leur faire profiter en fait de cette période de l'année où il y a beaucoup de touristes, 2 millions de touristes sur Strasbourg. Nous, il y a peut-être une petite partie du flux qui vient jusqu'au marché off, et donc c'est un moyen pour tous les exposants, de développer un peu leur activité. Et pour les associations qui viennent simplement de manière éphémère pour proposer des animations sur le mois, c'est aussi un moyen de se faire connaître et de sensibiliser en fait les Strasbourgeois, les visiteurs de passage à des questions un peu de société auxquelles ils travaillent. On a dans le programme d'animation, on parle d'écologie, on parle d'égalité homme-femme. Oui, et puis je pense qu'il y a un peu un intérêt vraiment grandissant pour ce genre de questions. On voit souvent, moi je le vois souvent les samedis où je suis au marché off, beaucoup de familles, on voit qu'il y a beaucoup de parents qui essaient d'éduquer leurs enfants, de leur montrer que il y a une autre manière de consommer, qui essaient d'éveiller leurs enfants, notamment à travers toutes les animations que le marché off propose, et c'est vraiment intéressant de pouvoir participer, on va dire, à un marché qui est alternatif, différent, et qui propose d'autres solutions. Je pense que les gens attendent au quotidien. D'accord. Mais du coup, parce que pour le coup, d'après ce que je comprends, le marché off s'offre, voilà, on peut dire ça, plus à des gens qui ont déjà un peu un certain nombre de conscience en termes d'écologie, en termes d'économie, en termes de trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des temps d'initiation, d'information qui sont aussi ouverts et qui se consacrent plutôt à informer les gens, soit qui se posent des questions, soit qui ont vraiment besoin d'être informés sur les questions d'écologie, de commerce de proximité, de choses comme ça? Oui, dans le programme d'animation, il y a des structures qui viennent faire des conférences plus sur le mode de l'information. En fin de semaine, vendredi soir, il y avait Alternativa et Vélorussion qui ont fait une conférence sur le vélo pour sauver le climat. Et là, c'était vraiment du partage avec le public sous le dôme. Il y a aussi une série de conférences qui est organisée par la NEF, la Banque Éthique. Et là, ces conférences-là s'adressent aussi à des novices, à des gens qui quand même se posent un peu des questions, mais qui vont chercher des informations pour leur quotidien, comme disait Justine. Et c'est aussi ce que font, je pense, les exposants quand ils vendent leurs produits. Ils font un peu de sensibilisation. J'imagine qu'il y a beaucoup de partage aussi. Oui, nous exposants, il y a toujours ce moment-là. On est quand même présents sur le marché off et sur ce genre d'événements pour pouvoir partager, échanger, informer, pas seulement avec notre clientèle fidèle, mais aussi des passants qui se renseignent. Donc ça passe partout et rien. Je vous donnais un exemple, on me demande souvent du Nutella avec les gaufres parce qu'on vend nos fameuses bubble waffles et des hot dogs, donc ça c'est nos meilleures ventes. On me demande souvent du Nutella avec les gaufres. Alors je réponds que non, sur ce marché, il n'y a pas de Nutella parce qu'on a un marché
atypique qui est un peu plus responsable et on n'a pas envie de vendre ce genre de produit. Et ensuite, c'est vrai que le fait de donner ce genre de réponse, ça intrigue les gens, on voit qu'il y a un petit processus de réflexion et puis voilà, mais il y a un vrai échange et je pense que chacun des exposants le font aussi de leur côté et parlent beaucoup de leur association, de l'intérêt social qu'il y a, etc. D'accord. J'aimerais bien savoir depuis quand il existe. Est-ce que ça a été créé en même temps que le marché de Noël classique ou c'est plus récent Non, alors ça remonte. Le marché off, la première initiative pour le marché off, elle remonte à 2015. C'était une idée de l'adjoint au maire Paul Meyer qui l'a portée avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'a pas pu avoir lieu parce qu'on était quelques jours après les attentats du Bataclan. Donc par mesure de sécurité, il n'a pas été mis en œuvre. Mais dès 2016, il y a eu la première édition du marché off au cœur de la petite France et donc là en 2018 on est à la 3e édition. D'accord, c'est un jeune marché alors, c'est tout récent. C'est un jeune marché mais qui commence à avoir un petit peu de notoriété. On sent chez les Strasbourgeois maintenant que il y a des gens qui attendent ce marché off à la fin du mois de novembre puisqu'il est ouvert depuis le 23 novembre dernier. D'accord, très bien. Alors moi je confirme effectivement parce que dans notre cercle, dans le cercle de la plupart des personnes que je rencontre et des Strasbourgeois que je connais, on s'identifie en tant que vrai Strasbourgeois à partir du moment où on se dit le marché Noël c'est plus sympa. L'idée c'est de se dire que quand on arrive à Strasbourg c'est super sympa d'aller au marché Noël et au bout de 2-3 ans on se dit c'est blindé de monde, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit et à ce moment-là la réponse c'est maintenant t'es devenu un vrai Strasbourgeois. Mais effectivement, on parle de le off, ça passe dans un autre circuit et puis du coup, Vous direz ça dans quelques années quand ça aura 20 ans, c'est pareil. Ah ouais, non mais. Il faut rentrer un autre. Non mais l'avantage quand le dôme sera blindé et qu'on pourra plus s'asseoir, peut-être que je le redirai. Mais l'avantage du off, c'est que justement ça change d'année en année. Les stands qu'il y a au marché de Noël, Broglie ou Cathédrale, c'est les mêmes stands depuis des années. Donc à force, on les connaît, on y va le premier week-end parce que ça reste le marché de Noël de Strasbourg. Mais puis voilà, une fois qu'on a vu les baguettes flambées, les gaufres, les crêpes, les spätzle à la crème, voilà, on a l'habitude. L'avantage du marché off, c'est que ça change d'année en année. Les exposants sont pas toujours les mêmes et donc du coup ça donne ce côté un peu nouveau et innovant et ça permet d'amener un peu plus de dynamisme et de fraîcheur, donc c'est ça qui est très sympa. Nous ce qu'on a voulu dans le marché off, c'est aussi offrir un espace convivial. Donc sous le dôme effectivement il y a des canapés, il y a des tables, on peut s'asseoir, boire son vin chaud bio à la Mirabelle et être canapés et tables qui sont vendus par Emmaüs si ça intéresse, à des très bons prix, un très beau mobilier. Du mobilier solidaire, donc c'est vrai que c'est un projet global, on essaye de penser tout en termes de solidarité, partage, et je pense que c'est un des seuls endroits sur le marché de Noël où on peut s'asseoir et être dans un lieu convivial pour consommer son et réchauffé. Et je me suis aussi rendu compte que si on y va en famille, il n'y a pas que du vin chaud, il y a aussi du jus de pomme chaud. Voilà. Mais ça, il y en a aussi au marché de Noël. Ouais, mais du coup, vous pouvez y aller avec les enfants ils n'auront pas à boire de vin. Ouais, c'est trop bon, ça. Il y a des activités pour les enfants aussi, les mercredis après-midi souvent, donc c'est vrai que c'est aussi un endroit où on peut aller en famille. Ouais. Est-ce que pour les associations, il faut forcément que ce soit une association qui se tourne vers une conduite responsable, j'ai envie de dire, ou alors tout type d'association? Est-ce qu'il faut qu'elles soient engagées Alors, pour faire partie de l'économie sociale et solidaire, quand on est une association, on va dire c'est suffisant, c'est le statut qui compte. Après, sur le programme d'animation, on attend à ce que les associations nous proposent des thématiques un peu en accord avec le projet, et c'est vrai que c'est le cas. Voilà, il est question d'écologie, de solidarité, de partage, égalité. Voilà, vous pouvez retrouver le programme d'animation facilement sur notre page Facebook. Ok. D'accord. On va peut-être refaire une petite pause musicale. Alors, je vous propose d'écouter Alexis HK qui chante une chanson qui s'appelle Charité populaire. Ça colle aussi à peu près avec Noël. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints. Nous sommes toujours sur la RBS 91.9 dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et nous parlons aujourd'hui du marché de Noël avec nos invités. D'ailleurs, quand on parle du marché de Noël, on parle aussi de Noël. Logique. Quelles sont les images qui vous viennent immédiatement quand on parle de Noël ?
Moi, en l'occurrence, j'en ai pas des très bonnes. C'est possible. Que Moi, j'en ai des très très bonnes. Ouais, c'est les montagnes de cadeaux, c'est les chants de Noël, Ouais. c'est les repas en famille. Forcément. J'ai l'impression que Noël, c'est juste la magie. Je pense que ouais, c'est vraiment la magie de majorité Noël. des gens pensent comme toi. Et pour toi? Oui, moi aussi, je crois que ça tourne pas mal autour de la gourmandise, Noël. Les repas. Ouais. Les repas sans fin, c'est ça, et les boîtes de chocolat. C'est vrai que c'est bien ça. Ouais. Je dirais pas le contraire. Ah non, mais C'est resté sur les boîtes de chocolat. Non, oui, après les boîtes de chocolat, enfin moi je pensais surtout marron glacé que c'est à peu près le seul moment de l'année où on peut acheter des marrons glacés et j'adore déjà les châtaignes à la base, mais en plus les marrons glacés ça passe au grand supérieur quoi. Du coup, le public et les personnes à qui vous parlez, est-ce que c'est essentiellement des Alsaciens? Bon, on en a déjà parlé, c'est beaucoup de Strasbourgeois. Ou est-ce que vous avez quand même encore un petit peu l'impression de faire le tour du monde depuis votre cabane? On a quand même des touristes. Alors, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout des Strasbourgeois, mais on a quand même des touristes. Alors, sans grande surprise, c'est beaucoup de touristes allemands. Après, on a des touristes russes, espagnols, essentiellement des touristes européens. Donc, on voyage un petit peu. Après, pas plus que ça, puisqu'on parle pas toujours les langues, mais c'est vrai que c'est très sympa de rencontrer des personnes d'ailleurs qui ne connaissent pas toujours la choucroute ou les bretzels et qui s'émerveillent et qui nous demandent souvent ce que c'est un kouglof alors que ça paraît très évident pour nous. Le marché de Noël est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 20h, il me semble, parfois jusqu'à 22h. Certains jours, est-ce que Ouais, c'est les pas samedis. trop... Ouais, les samedis. Les samedis jusqu'à 22h. Ouais. D'accord. Dimanche, non? Non, dimanche quand même pas. Dimanche, ça ferme à 20h. Est-ce que c'est pas trop fatigant, ces horaires-là, enfin, tous les jours, du coup? Si. Ouais. Si, c'est très fatigant, mais l'avantage d'être sur des événements comme celui-ci, c'est qu'on est porté par le monde, quoi, porté par la foule. C'est vrai que c'est assez entraînant. Il y a un côté assez fun. Et puis quand il y a des rushs, ça passe toujours plus vite. Donc oui, c'est très fatigant, mais on sait que ça dure un mois. En plus, moi j'ai mon établissement qui tourne à blinde en plus de ça, donc faut pouvoir gérer son personnel. Mais ça reste la magie de Noël. Il y a une très bonne ambiance et donc du coup c'est vrai que ça passe un peu plus facilement. Ouais, c'est de la bonne fatigue, quoi. Ouais, voilà, c'est de la bonne fatigue. Mais heureusement, on est plusieurs dans chaque stand. Nous, dans l'équipe organisatrice aussi, on est plusieurs, on se relaie. Et puis, on a des bénévoles aussi qu'on remercie parce qu'ils viennent nous aider souvent à tenir les stands avec les exposants quand il y a des creux, à faire de la sensibilisation. Donc voilà, on est un collectif et c'est plus facile de tenir pendant un mois. Ok. Alors, pour des raisons de sécurité, le centre-ville est bouclé, la circulation elle est limitée. Il y a des checkpoints qui ont élu domicile à tous les ponts. Est-ce que de votre côté, vous voyez des conséquences sur le moral des visiteurs, des clients, sur leurs attitudes, sur leur comportement? Les checkpoints et les mesures de sécurité, je pense que c'est un peu le grand malheur des commerçants de l'hypercentre. J'ai l'impression que ça va mieux cette année. J'ai l'impression que la ville de Strasbourg a fait un peu plus d'efforts. Par exemple, les quais sont complètement décorés, ils ont fait plus d'animation, etc. Donc, je pense que ça redonne un peu plus le moral. Au marché off, je vois pas forcément de conséquences. Maintenant, dans mon établissement, oui. C'est vrai que j'ai souvent des retours de clients. Ah, mais c'est si compliqué de venir au centre-ville. Ah, mais pourquoi vous faites pas de la livraison? Est-ce que vous êtes sur des livres, etc., etc. Je pense que c'est surtout pour les Strasbourgeois que ça devient compliqué. On n'a pas trop envie de s'engouffrer dans la foule quand on a juste une petite course à faire ou qu'on a juste envie de décompresser avec un café. Donc, dans mon établissement, oui, ça affecte, mais sur le marché, non, parce que les gens sont là pour se balader et en général prennent 2, 3, voire 4 heures toute l'après-midi pour se balader, profiter des stands. Et puis il y a les décorations, il y a les chants, il y a le bruit, ça reste magique. Non, parce que moi, il y a des désavantages, c'est assez désagréable de se faire fouiller, mais moi je trouve qu'il y a au moins un avantage au niveau du centre-ville, c'est quand même la seule période de l'année où il y a quasiment pas de voitures au centre-ville. Oui. Si on est cycliste, on est roi là. Voilà. Moi j'ai encore une petite question. Est-ce que vous avez aussi des cabanes sur le off? Alors c'est un décor qui est assez moderne et original sur le marché off. C'est pas vraiment des cabanes, c'est des containers. Les exposants sont dans des containers, le Bloom en a un, et il y a des petits dômes aussi, des petites dômes qui font un peu des petites bulles, et un grand dôme au centre de la place où là on a toute la partie festive du off.
Ouais, ça a l'air original. Ça donne envie d'aller voir. Et c'est en plus c'est un décor qui met plusieurs jours à être monté. On a commencé le montage sur la place autour du 15 novembre. Donc il a fallu, on a des prestataires pour ça, monter tout le dôme, installer les containers. Il y a un sapin aussi, un grand sapin lumineux qui est sur la place. Donc voilà, c'est un décor atypique à venir découvrir place Grimeissen. Pareil, c'est un matériel d'association aussi. Les prestataires viennent d'associations ou Alors les prestataires, ils sont là depuis les 3 ans. Donc il y en a plusieurs, Candide avec Sighters, Laguna. D'accord. Donc Candide qui prête les containers et qui est aussi organisateur de l'Ososphère. Ok. Du coup, j'avais encore 2 petites questions. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée des événements qui sont programmés, des événements à venir? Agathe, je te laisse répondre à ton petit planning. Et la deuxième petite question, c'est quels sont aussi les autres exposants qui sont présents sur le off? Oui, alors sur les animations, bon, il y en a 60 qui sont programmées. Alors évidemment, je vais pas faire une liste exhaustive, mais dans les moments festifs, donc je l'ai dit, il y a Pellepasse en ce moment. Chaque week-end, il y a des groupes locaux, des fanfares souvent, et le 20 décembre, il y aura Gabriel Willem qui est un maraîcher chanteur, donc c'est assez original pour être découvert. Sur les moments réflexion collective, on a les youtubeurs d'Osons Causer qui seront présents vendredi 21 novembre et les youtubeurs viendront nous parler du changement climatique. Sur les ateliers, donc tous les mercredis, on a des ateliers céramiques pour les enfants et on a aussi chaque semaine les ateliers de l'AV Lab, donc là où on peut créer des objets grâce à des imprimantes 3D, etc. Et sur les moments un peu de cuisine, on a des brunchs tous les dimanches. Donc ce matin, il y en avait un par exemple de 11h à 13h. Et on a un atelier du Refugee Food Festival qui est prévu le 17 décembre midi. Et pour finir aussi sur une particularité alsacienne, on a la dégustation de vins bio et nature d'Alsace le 14 décembre. D'accord. Et les autres exposants qui sont présents? Alors, dans les autres exposants, sur plutôt la partie économie circulaire, enfin réutilisation d'objets, on a Emmaüs qui est présent, Envie. Donc là, c'est de l'électroménager qui est recyclé par des personnes en insertion. On a Libre Objet qui fait des objets de décoration à partir d'objets de décoration, d'objets de récupération, pardon. On a Creative Vintage. On a la super friperie. Le relais Est, et voilà. donc avec le magasin Le Léopard. Donc là aussi, c'est de l'insertion. On a un container Arte. En fait, c'est un petit container en format salon avec en fait une télé qui diffuse des documentaires et des concerts en live d'Arte. Et des fauteuils très confortables pour les moments de pause. On a aussi Carijou qui fait des jouets, qui vend des jouets d'occasion. Et puis après, il y a toute la partie alimentaire. Voilà, donc, avec les jardins de la Montagne Verte, avec le domaine d'Urman. Tout est bio? Alors, tout est bio ou commerce équitable, parce qu'on a aussi des stands du commerce équitable. Grâce au Colécosol, on a du café, des thés, Jardin de Gaïa, du chocolat. D'accord. On a aussi la Bohemia, qui est une marque de vêtements éthiques. Ok. D'accord. Un dernier petit mot peut-être pour donner à nos auditeurs, nos auditrices envie de venir vous dire un petit bonjour sur le off. Écoutez, on vend des superbes gaufres, très chaudes, voilà, très bonnes, délicieuses, moelleuses, voilà, faites maison. Nos bubble waffles, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, crème fouettée, maison, chocolat, biscuits, fruits frais, voilà. Et puis nos superbes hot dogs avec vrai knack d'Alsace, choucroute d'Alsace, et qui sont de très 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 appréciés pour le moment, des très bonnes ventes. Donc voilà, on vous attend au stand de Bloom, au marché off place Grimeissen, donc tout à la fin de la Grand Rue pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, et puis pour ceux qui veulent redonner un peu de sens aux fêtes de fin d'année, je pense que le marché off c'est la place idéale, donc vous pouvez découvrir tout ce dont on a parlé jusqu'au 24 décembre en fin d'après-midi. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Justine et Agathe. Merci maintenant, à vous vous. savez, Merci à vous. Vous savez où aller si vous voulez un marché responsable. Et bien manger et vous amuser en même temps. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Notre émission touche malheureusement à sa fin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Salut à tout le monde, salut Eric.
Au revoir tout le monde. Au revoir. Tu voulais rester? Non, non.